Ma fille est restée assise sur le perron froid pendant 4 heures pendant que ma mère regardait un film à l'intérieur, le volume poussé au maximum. Quand je suis enfin arrivée, trempée jusqu'aux os, tremblante, ma mère a ouvert la porte et a prononcé une seule phrase dont je me souviendrai jusqu'à mon dernier souffle: on a voté. Ce n'est plus chez toi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai regardée et j'ai dit: d'accord. Ce simple mot l'a plus déconcertée que n'importe quel argument. Elle s'attendait à une dispute. Ce qu'elle a obtenu, c'est un calme plat, car je savais quelque chose qu'elle ignorait. 4 jours plus tard, un huissier en costume gris a frappé à sa porte avec un dossier qui allait réduire à néant tout ce qu'elle pensait posséder. Je m'appelle Sandrine, et c'est la nuit où ma famille a découvert que les femmes posées ne sont pas des femmes faibles. La pluie ne tombe jamais doucement en octobre. Elle tombe de travers, avec colère, imprégnant tout ce qu'elle touche. C'est ce genre de pluie qui tombait quand je me suis garée dans l'allée de la maison où j'ai grandi et que j'ai vu ma fille de 11 ans, Joséphine, recroquevillée sur la marche du haut avec son sac à dos remonté sur ses genoux comme un bouclier. Elle ne pleurait plus quand je suis sortie de la voiture. Elle n'avait plus de larmes depuis longtemps. Ses lèvres étaient d'un bleu pâle et ses baskets étaient passées du blanc au gris à force de rester assise dans une flaque qui s'était infiltrée sur le perron. « Maman » a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée sur ce seul mot. La clé ne fonctionne pas. J'ai essayé de t'appeler tellement de fois, mais mon téléphone s'est éteint il y a 1 heure. J'ai sorti mon propre téléphone de la poche de mon manteau et mon estomac s'est noué. Mon service à l'hôpital avait traîné, et j'avais laissé mon téléphone enfermé dans mon vestiaire pendant les 5 dernières heures, une chose que je ne faisais que lors de double service, sans réaliser que ce serait le jour où cela compterait le plus. 6 appels en absence étaient figés sur l'écran, tous à cause d'une batterie morte qui avait rendu l'âme 1 heure avant même que je ne pointe ma sortie. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai passé devant elle, je suis montée sur les marches et j'ai essayé la porte moi-même. La clé tournait, mais rien ne se passait. Une nouvelle serrure, du laiton brillant qui n'avait même pas eu le temps de rouiller. J'ai frappé 1 fois. La lumière du porche a vacillé, puis la porte s'est ouverte. Ma mère se tenait là, dans un pull crème, un verre de vin rouge à la main, au sec, au chaud, à l'aise, tandis que ma fille grelottait derrière moi dans un sweat à capuche trempée. Derrière elle, dans l'entrée, ma sœur Kendra était appuyée contre le mur, faisant défiler son téléphone comme s'il s'agissait d'un mardi soir ordinaire. À l'intérieur, je pouvais voir les 2 enfants de Kendra avachis sur le canapé, les pieds sur les coussins qui appartenaient autrefois au fauteuil de lecture de mon père. Sur la table basse, pliée avec un soin étrange et délibéré, se trouvait la courte pointe de Joséphine. Celle que mon père gardait sur ses genoux durant sa dernière année. Celle sur laquelle Joséphine avait cousu elle-même de petites étoiles tordues, pendant qu'il lui disait qu'elles étaient les plus belles étoiles qu'il ait jamais vues. Maintenant, elle reposait là comme le pull oublié d'un inconnu. Au-delà du salon, par la porte ouverte du garage, je pouvais voir des sacs poubelles noirs alignés contre le mur. Mes uniformes de travail et les vêtements d'école de Joséphine étaient fourrés dedans, déjà scellés avec des attaches rapides, comme si la décision avait été prise des heures avant que j'arrive. « Tu as changé les serrures » ai-je dit. Ma mère a pris une lente gorgée de vin avant de répondre, comme si ma question ne méritait aucune urgence. C'était le moment de prendre un nouveau départ. Elle est restée assise ici pendant 4 heures. Maman, sous la pluie, elle va bien. Les enfants sont résilients. J'ai senti les mains de Joséphine glisser dans les miennes. Ses doigts étaient glacés. Puis ma mère a levé le menton, de la même manière qu'elle le faisait quand elle annonçait que le dîner était servi, et a dit les mots qui allaient repasser en boucle dans ma tête pour le reste de ma vie: on a voté. Ce n'est plus chez toi. J'ai regardé par-dessus son épaule vers Kendra. Kendra n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Maman et moi, on s'est dit que c'était mieux comme ça, honnêtement. Moins de tension dans la maison. Moins de tension. C'était l'expression qu'elles utilisaient pour une enfant assise dehors dans le froid pendant 4 heures parce que 2 femmes adultes voulaient garder la maison pour elles seules. J'ai senti tout ce qui était resté non dit ces 2 dernières années monter dans ma gorge. Chaque fête de famille gâchée par Kendra pour laquelle j'avais été blâmée. Chaque nuit passée à gérer le planning des médicaments de mon père pendant qu'elle postait des photos de vacances.
Chaque fois que j'avais dit à Joséphine que tout irait bien alors que je n'en étais pas sûre. Mais ma fille était là, à regarder ce qu'une femme fait quand quelqu'un essaie de l'effacer. Alors je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas mentionné le dossier que l'avocat, maître Walter Finch, m'avait remis 6 jours plus tôt, posé, intact, au fond du tiroir de ma commode parce que je n'étais pas prête à l'ouvrir complètement. J'ai seulement dit, compris. Ma mère a cligné des yeux, déstabilisée par mon calme. Le petit sourire suffisant de Kendra a vacillé une seconde, comme si elle s'attendait à une scène. Je me suis retournée, j'ai passé mon bras autour des épaules de ma fille et je l'ai ramenée à la voiture sans un mot de plus. Dans le rétroviseur, la lumière du Porsche a diminué jusqu'à ce que la maison disparaisse dans le noir derrière nous. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter 2 ans en arrière, au dernier printemps où mon père était en vie. Il s'appelait Richard, et il avait passé 40 ans comme médecin de famille, le genre qui faisait encore des visites à domicile longtemps après que les autres médecins eurent arrêté. Il était fier, têtu, et incapable d'accepter de l'aide, ce qui rendait l'année de sa maladie presque insupportable pour tout le monde, sauf pour Joséphine, qui ne l'a jamais traité comme quelqu'un de fragile. Elle s'asseyait à côté de lui après l'école avec ses devoirs, juste pour avoir une raison d'être près de lui. Il faisait semblant de vérifier ses calculs en s'endormant au milieu d'une phrase, et elle le laissait faire, couvrant ses genoux d'une couverture sans le réveiller. Les week-ends, elle lui lisait des livres, prenant des voix différentes pour chaque personnage, et il riait de ce rire bas et fatigué qui finissait toujours par une quinte de tout. Je faisais des services de 12 heures à l'hôpital, je rentrais, je cuisinais et je gérais ses médicaments car je ne faisais confiance à personne d'autre pour les dosages. Je tenais un petit carnet près de son lit, notant chaque dose, chaque réaction, chaque petit changement dans sa respiration. Ma mère ne gérait presque rien. Elle s'asseyait avec lui 1 heure le soir, lui tendait son thé et considérait sa part du travail accompli. Kendra ne passait que le week-end, toujours avec ses enfants, et repartait avant le coucher, avant les parties pénibles des soins. Je ne dis pas cela pour me poser en martyr. Je l'ai fait parce que c'était mon père, et parce que certaines choses se font simplement parce que l'amour l'exige. Mais ma mère tenait ses propres comptes. Et dans sa version des faits, ma présence est devenue une source de ressentiment plutôt qu'une gratitude. Quand mon père est parti, la maison a perdu son rythme, et ma mère a perdu le peu de patience qu'il lui restait. En 2 mois, ma mère avait transformé son bureau en salle de jeu pour les enfants de Kendra. De nouveaux meubles, de nouveaux rideaux. Chaque photo de mon père a disparu des murs, sauf une, enterrée dans un coin du couloir. Son fauteuil de lecture a fini dans le garage sous une bâche en plastique, remplacée par une maisonnette en plastique bruyante. Kendra et son mari ont reçu un double des clés en quelques semaines. Joséphine et moi avons été déplacés dans la plus petite chambre, celle qui était autrefois un placard à linge. Je me disais que c'était temporaire, que le deuil rendait les gens étranges. Je trouvais des excuses pendant des mois. Je disais à Joséphine que grand-mère avait besoin de temps, même quand tout prouvait le contraire. Ma mère oubliait de mettre une assiette pour Joséphine au dîner si elle rentrait un peu tard. Les enfants de Kendra choisissaient les programmes télé tous les soirs, tandis que Joséphine s'asseyait par terre avec un livre, sans jamais demander son tour. Une fois, j'ai trouvé son projet d'art, une maquette en papier mâché sur laquelle elle avait travaillé 2 semaines, dans la poubelle de recyclage parce qu'elle prenait de la place. Elle ne m'en a jamais parlé. Je l'ai appris par son institutrice. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle a agité la main comme si j'étais dramatique. Tu es trop sensible à propos de cette gamine. Elle doit apprendre que le monde ne tourne pas autour d'elle. Je me souviens être restée dans la cuisine après cette conversation, agrippée au comptoir, essayant de décider si le silence était de la patience ou de la lâcheté. Je n'avais pas encore la réponse. Puis, 6 jours avant cette nuit de pluie sur le perron, j'ai reçu un appel de Walter Finch, l'avocat de mon père. Il m'a demandé de venir à son bureau. Au lieu d'une routine administrative, il m'a remis un dossier épais et m'a dit que mon père avait pris certaines dispositions durant sa dernière année de lucidité, des dispositions scellées jusqu'au moment opportun. J'ai rapporté le dossier chez moi sans l'ouvrir. Je voulais une dernière conversation honnête avec ma famille avant de devoir utiliser ce qu'il contenait pour me défendre.
6 jours plus tard, la clé de Joséphine ne fonctionnait plus, et cet espoir s'est évaporé. Nous avons passé cette première nuit chez une collègue, Priscilla, qui nous a accueillis sans poser de questions. Joséphine s'est endormie avec son sac à dos contre la poitrine. Je suis restée assise sur le sol à côté du canapé jusqu'au lever du soleil. Le lendemain matin, j'ai appelé Walter Finch. Je lui ai tout dit, les serrures, le poron, les 4 heures sous la pluie, la courte pointe jetée. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Whitney, a-t-il dit, je veux que tu apportes le dossier aujourd'hui. Tout le dossier. Et ne dis rien à ta mère ou à ta sœur. Pas un mot. Dans son bureau, entouré de classeurs juridiques, j'ai enfin ouvert le dossier. À l'intérieur, des documents inattendus, une fiducie, trust, révisée datée de 14 mois avant son décès, alors qu'il était encore pleinement lucide, accompagnée d'une lettre de son médecin confirmant sa capacité mentale. Mon père avait restructuré la propriété de la maison. Elle n'avait pas été léguée purement et simplement à ma mère. Elle avait été placée dans une fiducie avec des conditions contraignantes visant à nous protéger, moi et Joséphine. La maison ne pouvait être vendue, modifiée ou utilisée pour nous exclure. Si ces conditions étaient violées, Walter, en tant que fiduciaire, avait l'obligation légale de faire appliquer les instructions de mon père et d'initier une clause de transfert, ce qui déplacerait la propriété vers moi et Joséphine, obligeant ma mère à quitter les lieux dans les 30 jours suivant l'avis formel. Ma mère avait violé ces termes au moment où elle avait changé les serrures et laissé une mineure sous la pluie. J'ai ouvert la lettre manuscrite. Mon père écrivait qu'il m'avait vu gérer les soins durant cette année, qu'il avait noté combien je me faisais petite pour que les autres se sentent grands. Il écrivait qu'il espérait ne jamais avoir à utiliser ce document, mais qu'il refusait de laisser ce schéma de vie me détruire après son départ. Il concluait en disant « Promets-moi de ne pas attendre trop longtemps. Pour que Joséphine ne paie pas le prix de ta patience. » Je me suis sentie investie d'une clarté nouvelle. Mon père m'avait protégée contre quelque chose que le reste de la famille ne voulait pas admettre. Walter m'a tendu une dernière page, un avis formel de violation de fiducie avec un ordre de quitter les lieux sous 30 jours, prêt à être signifié. Je veux être clair, a dit Walter. En tant que fiduciaire, je ne peux agir que sur des preuves documentées. Ce que tu as décrit, les serrures, la chronologie, les biens, c'est suffisant. Mais une fois que je délivre cet avis, le processus devient formel et contraignant. Il n'y a pas de retour en arrière. 3 jours, ai-je dit. Donnez-moi 3 jours pour qu'elle s'installe d'abord. Ces 3 jours ont été les plus étranges de ma vie. J'ai repris le travail. J'ai inscrit Joséphine à une nouvelle activité après l'école. Le 3e jour, j'ai conduit jusqu'à la maison avec Walter Finch à mes côtés, une enveloppe scellée sur ses genoux. La pluie s'était arrêtée. Walter a frappé. Ma mère a ouvert la porte dans le même pull crème, avec cette supériorité froide, s'attendant à me voir seule pour mendier. Au lieu de cela, elle a vu un étranger en costume gris tenant une enveloppe à en-tête d'un cabinet d'avocats. Kendra est apparue derrière, filmant avec son téléphone, pensant avoir trouvé de quoi m'humilier. Elle ne savait pas qu'elle allait filmer sa propre chute. Marilyn, a dit Walter calmement, j'ai un avis juridique pour vous concernant la fiducie établie par Richard. Ma mère a pris l'enveloppe avec dédain, l'a déchirée et a commencé à lire. J'ai vu son visage changer en temps réel. L'irritation a fondu dans l'incrédulité, puis dans une stupeur blafarde. Sa main, tenant toujours son verre de vin, a commencé à trembler, et quelques gouttes rouges se sont écrasées sur le plancher gris du porche. Ce n'est pas réel, a-t-elle chuchoté. Il n'aurait pas fait ça sans me le dire. C'est très réel, a répondu Walter, le ton d'un homme qui a délivré des nouvelles difficiles plus de fois qu'il ne peut en compter. Chaque clause est exécutoire. La violation est documentée et horodatée. Cet avis déclenche formellement la clause de transfert à compter d'aujourd'hui. Kendra a baissé son téléphone, l'expression passant de la suffisance à l'alarme. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie, a dit Walter en se tournant vers elle, que la propriété est en cours de transfert vers Whitney et sa fille selon les termes spécifiés par Richard. Le compte à rebours de 30 jours pour quitter les lieux commence aujourd'hui,
et ce n'est pas quelque chose qu'un vote de famille peut annuler. Le silence qui a suivi était d'une intensité rare. Ma mère m'a regardée, et pour la première fois, elle semblait réellement effrayée. Pas de perdre une dispute, mais de perdre quelque chose qu'elle pensait immuable. Tu as planifié ça, a-t-elle dit, la voix brisée. Pendant tout ce temps, tu savais. Tu as attendu pour m'humilier. Non, ai-je répondu calmement. C'est papa qui a planifié ça. J'ai juste attendu jusqu'à ne plus avoir le choix. 30 jours plus tard, je me tenais à nouveau dans l'allée, cette fois avec un camion de déménagement. Ma mère et la famille de Kendra étaient partis, relocalisés dans une location en ville. Joséphine a gravi les marches du porche en premier, a sorti sa clé de sa poche et l'a insérée dans la serrure. La porte s'est ouverte sous sa main. Elle est restée là une seconde, regardant l'espace vide où la photo de son grand-père avait été cachée dans un coin. Sans un mot, elle a sorti de son sac une petite photo encadrée qu'elle avait sauvée, et l'a remise délicatement à sa place, ajustant le cadre pour qu'il soit parfaitement droit. Voilà, a-t-elle dit doucement. Maintenant, c'est comme ça doit être. Ce soir-là, alors que la courte pointe était de retour sur le lit de Joséphine, elle m'a regardée et a posé la question que j'attendais. Tu penses que grand-mère s'excusera un jour? Pour de vrai? Peut-être un jour, ai-je répondu. Mais tu n'as pas à attendre ces excuses pour te sentir bien à nouveau. Tu es déjà bien. Elle a hoché la tête, tirant la courte pointe autour de ses épaules, et pour la première fois, je l'ai vue s'endormir sans agripper son sac à dos comme un bouclier. J'ai passé une longue partie de la soirée à côté d'elle, écoutant le bourdonnement paisible d'une maison qui, enfin, ressemblait à la nôtre. Certains croient que l'amour signifie tout tolérer, rester silencieux, garder la paix, même quand cette paix n'est pas juste. J'ai cru cela aussi, jusqu'à voir ma fille grelotter sur un porche parce que 2 femmes adultes avaient décidé que son confort était une option. Mon père a passé sa dernière année à s'assurer que cette décision leur coûterait tout ce qu'elle pensait contrôler. Et moi, j'ai passé 3 jours à m'assurer que ses intentions atteignent enfin ceux qui avaient besoin de les entendre. Nous n'avons pas eu besoin d'élever la voix. Parfois, la réponse la plus forte à la cruauté est un seul mot, prononcé calmement, alors que la véritable réponse est déjà en chemin dans une enveloppe scellée. Et vous, si vous aviez été à ma place ce soir-là sur le perron, auriez-vous dit, compris, et attendu, ou auriez-vous agi différemment? Dites-moi ce que vous auriez fait en commentaire.